Alors nous sommes mercredi, on est donc le 19 Shevat et nous sommes arrivés Daf Kaf Dalet de Baba Batra. Kaf Dalet, on était à la 6e ligne, Amal et Rava. Alors rappelons ce qu'on a dit hier, le principe de Rabbi Hanina. Il a dit Rov Vekarov, on va selon le Rov. Quand il y a une majorité d'un côté et un côté qui est proche, on va plus selon la majorité que le côté proche. Et on a porté, après hier à Baye, on a porté une preuve donc, du dam, le sang de la femme Nida. On a dit quand on trouve du sang dans le vagin, alors que le plus souvent, ça vient de l'utérus et c'est ça qui est tamé. Mais il y a donc au niveau du col de l'étage supérieur où c'est plus proche, on va quand même selon la majorité. Sur ce, Amal et Rava, il dit à Baye, ça ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Il dit parce que là-bas, Rov Omatsui Ka'amat. Rov Omatsui, il est Kaliman de Amal. Il dit là-bas, il n'y a pas une notion de majorité contre une notion de proximité. Là-bas, il y a la majorité, mais il y a aussi Matsui, la fréquence. Là-bas, la majorité du sang d'une femme, ça vient de l'utérus. Donc là-bas, c'est deux facteurs contre un. Donc ce n'est pas une preuve pour Rabbi Hanina. D'ailleurs, il lui apporte une preuve d'Etan et Rabbi Hiya. Dam hanimsa bifrous d'or, hayavin ala al be'ad miqdash, vesofin ala utateruma. C'est-à-dire, quand une femme elle a du sang qui se trouve donc dans le vagin, hayavin ala al be'ad miqdash. Si un homme, nous on sait que quelqu'un qui est tamé, il n'a pas le droit de rentrer dans le Beit Hamikdash. S'il rentre donc, il ne savait pas, il est hayav korban. Et comme si que, tu vois, il a dit là, hayavin ala, ça veut dire pour lui c'est une certitude que c'est tamé. Pourquoi? Parce que justement là-bas il y a ce qu'on appelle Rov et Matsui. Il y a la majorité du sang, il vient de l'utérus. En plus, il y a c'est beaucoup plus fréquent que le sang, il vient de l'utérus. Est-ce que d'ailleurs, donc on considère ça comme certain. Et donc ce n'est pas une preuve pour Rabbi Hanina. Et d'ailleurs, une deuxième chose, il dit, c'est-à-dire si la femme, cette femme-là, elle a touché une pâte, ou enfin n'importe quel aliment trouma, la trouma devient tméa, impure, et quand une trouma est tméa, on ne peut pas la consommer, il faut la brûler. Donc ce n'est pas une preuve de cette femme-là, hein. Du sang de cette femme, ce n'est pas une preuve pour Rabbi Hanina. C'est ce que repousse Rava contre ce qu'a dit Abaye. Ve'amar Rava, et vient Rava, il rajoute Shma'mina med Rabbi Hiya tlat. De cet enseignement de Rabbi Hiya qu'on vient de dire maintenant, que si la femme elle a du sang, donc il se trouve encore dans le vagin, alors elle est hayevet sur Beit Mikdash, quand elle entre au Beit Mikdash, elle est hayevet korban si elle ne le savait pas, et on brûle la tomate dessus. Il dit de cet enseignement-là, Shma Mina Tlat, on apprend trois enseignements. Quoi? Shma Mina Rov Vekarov Halech Ahal Harov. Premièrement, quand il y a donc une majorité, et quand il y a une proximité, on va selon la majorité, comme il a dit Rabbi Hanina. Ushma Mina, deuxième chose, Ushma Mina Ruba de Oraita. Donc justement, la notion de majorité, c'est une notion de la Torah. Et enfin, Ushma Mina Eta lid Rabbi Zera. Et on apprend aussi, on déduit une troisième idée, c'est l'enseignement de Rabbi Zera. C'est quoi cet enseignement? Il dit, de Amar Rabbi Zera. Il a dit Rabbi Zera, Afal pish daltot medina neolot. Rabbi Zera, il a dit comme ça. Même si les portes de la ville, elles sont fermées. Là-bas, il s'agit donc, dans une ville où il y a 9 magasins qui vendent de la viande cachère. Et un magasin, ils vendent de la viande nevela, donc la viande taref. Alors, la Hachamim là-bas, ils disent, comme il y a une majorité, d'accord, 9 contre 1, alors il y a là-bas une mahaloket. Est-ce que si on trouve un morceau de viande, est-ce qu'on va selon la majorité, oui ou non? Alors, il y a des Hachamim qui disent, il faut 2 majorités. C'est-à-dire, la majorité, donc il y a 9 magasins contre 1, et une autre majorité, par exemple, les portes de la ville elles sont ouvertes, et d'autres gens qui viennent, d'autres juifs viennent de notre endroit, et amènent donc de la viande cachère aussi. Donc, il y a Haram qui dit il faut 2 majorités. Et l'autre il dit, Rabbi Zera dit non, Avalot datot neolot, même si les portes de la ville elles sont fermées. Il n'y a pas d'autres viandes qui peuvent rentrer dans la ville, il n'y a que ça. Et donc on a ici une seule majorité, 9 contre 1. Rabbi Zera dit, Avalot datot medina neolot, c'est cachère aussi. Comment ça peut être la divinité de la porte? Quand la ville elle est ouverte, oui. Les gens ils peuvent rentrer de l'extérieur avec de la viande cachère. La ville juive? Oui, évidemment, on parle de ça.
C'est pour ça qu'il dit il faut deux majorités. Et Rabbi Zera dit non, même une seule majorité suffit. Alors c'est pour ça qu'il dit là aussi nous c'est la même chose. Deha isha dechid daltot medina ne'olot damia. La Gemara dit donc puisque la femme aussi c'est la même chose. La femme, donc elle a du sang qui vient que de l'utérus, il n'y a pas de sang qui peut venir de dehors. Et donc tu vois bien, c'est la même chose que chez nous. Et c'est pour ça qu'il a dit, Rava, on a donc ces trois déductions de cet enseignement de Rabbi Hiya. Alors, vient la Gemara, elle pose une question. La Gemara dit, attends, je ne comprends pas. Rava, il nous dit maintenant, on déduit trois choses. Juste avant, Rava lui-même, il a objecté contre Abaye. Il lui a dit, le cas de la femme, c'est Rov et Matsui. C'est-à-dire, il y a majorité, il y a aussi la fréquence. Alors comment toi tu dis maintenant, on déduit de Rabbi Hiya trois choses, alors que toi-même tu n'étais pas d'accord? Alors la Gemara dit, Hadad, ve Rava me'ahi. C'est vrai, Rava, il est revenu de ce qu'il a dit. Il a retiré donc ce qu'il a dit tout à l'heure, l'objection qu'il a faite contre Abaye. Itma Dagma nous ramène ici le cas suivant. Havit chez Safa ban Nahar. Il y a une cruche de vin qui flottait dans un fleuve. Elle flottait sur un fleuve. Alors, est-ce que c'est du vin caché ou c'est du vin non caché? Il y a des juifs et des goïms de les deux. On ne sait pas à qui ça appartient. Alors comment on va donc juger cette cruche? Hein? Voilà, justement, c'est ça. Amara, il dit arabe comme ça. Nimset keneged ayes shedba Israël mutar. Keneged ayes shedba nochrim asira. Rabbi dit, si cette cruche, ce fleuve, se trouve en face d'une ville juive, donc la majorité c'est des juifs, alors on considère que ça appartient à un juif, et donc le vin il est caché. Mais si cette cruche, elle est donc sur ce fleuve qui est en face d'une ville dont la majorité c'est des goïm, alors la cruche elle est goï, et donc le vin il est nesser, c'est assour. C'est ce que dit Rav. Shmuel Amar, afalou nimset keneged ayes shedba Israël asira. Même si la cruche, elle se trouve en face d'une ville, donc ce fleuve-là dans lequel on a trouvé la cruche, se trouve en face d'une ville où la majorité c'est des juifs, eh bien c'est quand même interdit. Pourquoi? Il dit Shmuel, et mort mais haidekira atay. Parce que lui il te dit, Shmuel il dit, même si tu dis que la ville qui est en face c'est majorité juive, peut-être que la cruche, elle ne vient pas de cette ville-là, elle vient d'une autre ville, le fleuve, c'est un courant qui court, donc l'eau, elle court, alors c'est pour ça que c'est, donc, elle est assourde, même si en face d'une ville juive. Donc ça, c'est la mahlok entre Rav et Shmuel, à propos de cette cruche qu'on trouve donc dans le fleuve. Maintenant, la Gemara a dit, Lima, alors est-ce qu'on va dire, selon ce qu'on vient de voir, donc est-ce que Rav ou Shmuel, ils sont en train de discuter justement de l'idée de Rabbi Hanina, c'est-à-dire Rov Vecharov, quand il y a une majorité et qu'il y a une proximité, Rabbi Hanina il dit on va selon la majorité, alors nous ici on va dire la même chose, que Rav il a dit devant une ville juive c'est motard, devant une ville goy c'est assour. Oui, ça veut dire que quand on a devant une ville goy, c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est à côté, c'est proche d'une ville goy. Pourtant, la majorité des habitants, la majorité des villes qui entourent ce fleuve, c'est des villes juives. Donc lui, qu'est-ce qu'il dit? Comme la ville proche, c'est goy, alors c'est assour. Donc, majorité contre proximité, il va selon la proximité. Donc ça va contre Rabbi Hanina. Donc Rav, il n'est pas d'accord avec Rabbi Hanina. C'est proche d'une ville goy, mais il y a la majorité des gens. Voilà, mais d'autres villes à côté, c'est la majorité des villes, c'est des juifs. Bavel. On va dire Bavel, c'est la majorité des juifs. Donc, c'est pour ça qu'il dit, alors Rav, il n'a pas comme Rabbi Hanina. Par contre, Shmuel, lui, il dit non. Shmuel, il a dit, même la ville en face, c'est juif, eh bien, puisque la majorité, c'est des goy, alors, on va selon la majorité. Et donc, la cruche, elle est interdite. Voilà, donc, le mois dit, est-ce qu'on va dire, donc, Rav et Shmuel, c'est la même. Enfin, ils discutent dans la vie de Rabbi Hanina. Donc, mort et de Rabbi Hanina, Shmuel il pense comme Rabbi Hanina, et mort l'étlé de Rabbi Hanina, et donc Rav ne pense pas comme Rabbi Hanina.
Alors la Gemara répond, là, elle dit non. En vérité, tout le monde est d'accord avec le principe de Rabbi Hanina. Majorité contre proximité, c'est la majorité qui l'emporte. Ah, alors pourquoi ici Rav dit, si la cruche elle est en face d'une ville goy, alors c'est assourd. Dans ces cas-là, il faut laisser la majorité. Il te dit non. Ici, la mahlokat dont Rav Shmuel elle est où elle se trouve dans le cas suivant. C'est-à-dire dans cette idée-là. De moi, ça va. Alors, la Gemara dit comme ça. En vérité, si... Alors, celui qui a dit qu'elle est interdite dans tous les cas, parce qu'il te dit, mais si vraiment elle vient de cette ville-là, où il y avait des juifs, on n'aurait pas trouvé la cruche ici. Pourquoi? Parce que le fleuve, c'est pas un fleuve où il y a des rochers, il y a des trucs, des creux, des chemins tortueux dans le fleuve, ça va pas tout droit. Alors, donc si vraiment, comme tu as dit toi, elle peut venir d'un village juif voisin, on n'aurait même pas trouvé la cruche ici. La cruche se serait noyée déjà bien avant d'arriver ici. Donc c'est pour ça pour lui, c'est ça la raison qui fait que lui il a interdit. Et l'autre, il te dit, au mort ça va, non, l'autre, il te dit non. Là, quand on a posé la cruche, on a posé un endroit où il y avait un courant fort du fleuve, et du coup, même s'il y a des trous, où il y a des chemins tortueux, le courant, il fait que la cruche, elle suit le courant, et elle arrive là où on est. Et c'est pour ça, lui, il dit, elle pourrait venir, donc, même si elle est donc en face d'une ville juive, elle est quand même assour. C'est ce qu'il a dit Shmuel. Ahou, la Gemara ramène un autre cas. Ahou hatzava de Hamra. Il y avait un vignoble de Orla, c'est-à-dire on est dans les 3 premières années. 3 premières années de plantation d'un vignoble, et donc on sait que les raisins ils sont interdits, puisque les 3 premières années c'est Orla, c'est assour de manger. Or, on a trouvé une cruche de vin dans ce vignoble. Alors, la question est, est-ce que cette cruche-là, elle provient de pression des raisins qui se trouvent dans ce vignoble, et auquel cas c'est interdit parce que c'est hors là, ou bien c'est quelqu'un qui l'a prise de dehors et l'a mise ici. Donc, on a dit, Shalia Ravina. Ravina, il a autorisé. Il a dit non, c'est une cruche cachée. Alors, le Gemara dit comment? L'imam Shum de Savala de Rabbi Hanina, est-ce qu'on va dire pourquoi il a autorisé? Parce que certainement il pense qu'elle vient d'ailleurs. Et la majorité des autres vignobles avoisinants, c'est des vignobles normaux, cachés. Il n'y a que celui-là qui est encore hors là. Donc, majorité, proximité, on va selon la majorité. C'est exactement comme Rabbi Hanina. Est-ce qu'on va dire ça? Alors, la Gemara dit, non, pas forcément. Pourquoi? La Gemara dit, en fait, ici, la Gemara dit non, en vérité, Rabbeinu, il n'a pas autorisé pour cette raison. Une autre raison pour laquelle il a autorisé. Laquelle? Il dit, ça, c'est un voleur qui a volé la cruche. Et si le voleur, il vole une cruche de vin dans le même vignoble, il ne va pas le laisser là-bas dans le vignoble. Quand on vole, on ne va pas l'amener là où on n'a pas l'envolé, on l'amène ailleurs. Donc ce voleur-là, c'est certain que quand il a posé la cruche ici, il a caché entre les vignes, il n'a pas pris de ce vignoble, il l'a amené d'ailleurs. C'est pour ça qu'il a autorisé. Mais ce n'est pas forcément à cause du principe de Rabbi Hanina, Rov et Karov. Dans ce vignoble, il y avait déjà des cruches hors là. Non, c'est pas des cruches, c'est des raisins. C'est un vignoble hors là. Si c'est hors là, ils ne vont pas mettre dans les cruches alors, donc c'est pour ça aussi on peut dire. Ah non, parce que tu peux dire que quelqu'un, il a pris des raisins, il les a pressés, il a fait des vins, il a mis une cruche ici, en attendant. Ah, il dit non. Il ne pourra pas la boire, un voleur. Justement, le rabbin, il a autorisé à la boire. Parce qu'il a dit, c'est pas une cruche qui vient d'ici. C'est un voleur qui l'a volé d'ailleurs. Il est venu cacher ici. Parce que si c'est un voleur qui vole dans le vignoble, quand on vole dans un endroit, on ne laisse pas la chose dans l'endroit, on va ailleurs. C'est pour ça que Ravina, il dit, c'est là. C'est plus logique de dire que c'est quelqu'un qui a pressé dans l'intérieur de revenir dans une. Ah bah non, justement. Ah bah non. D'abord, si c'est le propriétaire, il ne va pas presser. Il sait que c'est hors là. C'est forcément quelqu'un de l'extérieur. Tu veux voler, tu voles pas et tu gâches ta main. Le travailleur de là-bas, il ne peut pas presser. Ah non, il sait que c'est assaut, c'est assaut. C'est pour ça que moi, dit,
Et ça, on parle quand ta cruche, c'est une cruche de vin. Mais si c'est une cruche dans laquelle on a du raisin, c'est pas du vin, Haramim me disent, alors dans ces cas-là, c'est possible que quelqu'un puisse voler un peu de raisin, il les met dans la cruche et il les cache là-bas. Et là, évidemment, c'est absurde dans ce cas-là. Quand on trouve une cruche avec des raisins dans un vignoble qui est hors là, alors c'est absurde. Ah, le Gemara dit autre chose. Il y avait, Hachamim disent, il y avait un cas où, justement, il y avait des petites... Alors, les ziré, c'est pas des grosses cruches, c'est des outres. Avant, il y avait des petites outres, pour lesquelles c'est à la vente. On vendait des outres. Hein? Des petits volumes, comme tu dirais, bouteilles d'1 litre, ou 2 ou 3 litres. Alors, il y avait donc ces outres de vin, qu'on a trouvé Bekofaï, c'est-à-dire entre dans un vignoble, entre des vignes. Alors, la Gemara a dit, Shalanhu Rava. Rava, il a autorisé ce vin-là. C'est-à-dire, on a le droit de les boire. Alors, la Gemara a dit comment? Lima, le saval, le tabihanina. Comment Rava, il autorise? Ça veut dire, il dit, puisqu'on les a trouvés dans le vignoble d'un juif, donc ça veut dire que ça appartient à ce vignoble-là. Mais pourtant, les vignobles autour, c'est des vignobles goy. Alors peut-être que la majorité, c'est des vignobles goy. Alors qui t'a dit que... Ça veut dire que nous, si on va selon le principe de Rabbi Hanina, la majorité, c'est du vin goy. Et la proximité ici, c'est un vignoble juif. Et toi, tu as trouvé des outres, tu dis ça appartient au Karov. Donc c'est pas comme Rabbi Hanina. Normalement, on aurait dû interdire ces outres-là. Donc le a dit, donc il ne pense pas comme Rabbi Hanina. Rabbi ne pense pas comme Rabbi Hanina. Alors il répond, il dit non, Shan et Atam là-bas c'est différent. Tu sais pourquoi? Deruba deshfuchai Israël nenhu. Il dit, la majorité des gens qui transvitent le vin des cruches dans des autres, c'est des juifs. Apparemment les gouyim. Hein? Non. Tu as ici du vin dans des bouteilles. Voilà, on va dire comme ça. Il dit la majorité des gens qui vendent des vins dans des bouteilles, c'est des juifs, c'est pas des juifs. Les goïs, ils ne les mettent pas dans les bouteilles. Apparemment, ils vendent des cruches, ils ne vendent pas. Si c'est un goï, c'est du vin. Heureusement, mais justement, et là on ne sait pas, nous. Mais justement, alors c'est pour ça qu'ils te répondent. Tu sais pourquoi ils les ont autorisés? Parce que la majorité des gens qui mettent de vin dans bouteilles, c'est des juifs. Les goïs, ils ne mettent pas en bouteille, ils mettent que dans les cruches. Et là, on a trouvé des bouteilles. Alors, ça, c'est des juifs. C'est pour ça qu'il a autorisé. Nimele, il dit encore, bien la vraie, ça veut dire des grosses bouteilles, c'est pas des petites bouteilles, des outres un peu grandes. Tu sais pourquoi? Parce que aval autres, mais si c'est des petites bouteilles, et moi, la foule. On peut dire, peut-être qu'ils sont tombés des voyageurs. Quelqu'un, il voyage il transporte des choses. Une bouteille petite, un peu, enfin, avant c'était des bouteilles, c'est des outres. Une petite outre comme ça, 1 litre ou 2 minutes, je ne sais pas combien, ça peut tomber, sans que l'autre s'en aperçoive. Alors là, c'est assourd, parce que ça peut venir d'un goy. Maintenant, il dit, maintenant, si on trouve des grosses outres et des petites outres ensemble, des grosses et des petites ensemble, alors il dit c'est motard. Pourquoi c'est motard? On a dit que les petites, ça peut appartenir à un goy qui est tombé. Il dit non, parce que quand on trouve des grosses et des petites, pourquoi il y a des petites? Il dit certainement que les petites, c'était pour équilibrer le chargement de l'âne. Il explique, Rachid, il dit, quand on met un chargement sur un âne, des fois on a un gros volume ici, un petit moins, on rajoute un petit ici, comme ça équilibre le poids de l'âne. Matiti, nouvelle Mishnah. Malhiqin et ha'ilan min ha'ir 25 amma. Lorsqu'un homme, il veut planter des arbres, il doit s'éloigner de la ville 25 amas, c'est-à-dire 12 mètres et demi. Facile, non? On verra dans la Gemara, il explique, parce que c'est pour la beauté du paysage de la ville. Quand il faut laisser un espace comme ça vide, ça fait un peu de... Ça, c'est les arbres normaux. Si maintenant quelqu'un veut planter un caroubier ou des sycomores, comme ce sont des arbres qui font beaucoup plus de branches, alors il faut s'éloigner plus, 25 mètres, donc 50 amas, le double. Il a dit des branches.
Abba Shaul Omer, Kol Ilan Serak Hamishim Ama. Abba Shaul dit tous les arbres qui ne sont pas fruitiers, qui ne donnent pas de fruits, tous les arbres un peu simples comme ça, il faut s'éloigner aussi 50 amas, c'est-à-dire 25 mètres. Maintenant, si maintenant, la ville, elle a été construite avant que ce monsieur quelqu'un, il a planté un arbre, dans cette limite où il ne devait pas le faire. On l'oblige à couper son arbre et on ne l'indemnise pas. C'est normal puisque la ville, elle était avant et tu n'avais pas le droit de le faire et tu l'as fait quand même. Alors tu dois couper ton arbre et tant pis. Par contre, si maintenant le monsieur, il a planté un arbre et après on est venu, on a construit une ville pas loin. Et donc du coup l'arbre il se trouve avant les 25 mètres, ou les 12 mètres et demi. Alors dans ces cas-là, on oblige à couper son arbre, mais on l'indemnise. La ville l'indemnise, puisque c'est eux, la ville, qui sont venus en deuxième. Safek Zekadam et Safek Zekadam. Si maintenant on a Safek, on ne sait pas qui était le premier, est-ce que la ville ou est-ce que c'est l'arbre qui a été planté avant, la même chose, il coupe et on ne l'indemnise pas. Alors la Gemara vient et explique quelle est la raison. Donc justement quand on a dit au début on éloigne l'arbre de la ville 12 mètres et demi, pourquoi? Amar Ola Mishum Ha'ir. Alors il a dit à cause de la beauté de la ville, il faut laisser un espace vide autour de la ville pour que ça soit joli. Alors la Gemara a dit je ne comprends pas. La Gemara a dit pourtant on sait que dans la Torah c'est marqué autour d'une ville, il faut laisser une périphérie de 1000 amas, 500 mètres de inhabitable. On ne plante pas tout ça. C'est ce qu'on appelle migrash, elef amas aviv, c'est marqué comme ça dans la Torah. Et donc on n'a pas le droit de planter ni rien faire. Alors qu'est-ce que tu me dis maintenant, 12 mètres 50, on n'a pas le droit. Déjà, on est 500 mètres, tu n'as pas le droit. Alors qu'est-ce que tu me rajoutes ici? Alors la Gemara dit, c'est vrai, tu as raison. La sricha le Rabbi Eliezer. Nous, la Mishnah ici, elle parle selon Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer dit Amar, aussi Sadeh, Madash Sadeh. Rabbi Eliezer dit non, on a le droit. Il dit, il n'est pas d'accord avec cette notion de 500 mètres. Il dit non, pas du tout. Tu as un pourtour de la ville, une périphérie autour de la ville. Tu peux transformer ça en terrain ou ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Alors pour lui, on dit, toi tu as dit on a le droit, alors minimum tu t'éloignes au minimum 12 mètres 50. C'est à lui qu'on dit ça. Donc c'est pour Rabbi Eliezer qu'on lui dit, toi qui autorises de transformer ce migrash, donc cette superficie autour de la ville, tu peux le transformer en terrain, eh bien malgré tout, il faut quand même respecter la distance de 12 mètres 50 ou de 25 mètres si c'est un arbre non fruitier ou si c'est un carobi ou un sycomore. Et la Gemara a dit, et même pour les Hachamim, qu'on a dit, on n'a pas le droit de transformer donc cette périphérie de la ville en terrain. Même pour les Hachamim, on a besoin quand même de te dire ça. Pourquoi? La Gemara a dit, quand les Hachamim ont dit, on n'a pas le droit de transformer la périphérie de la ville en terrain, c'est pour ne pas planter un terrain de culture de graines, pas des arbres. Par exemple, tu ne peux pas faire un champ de blé, un champ d'orge, un champ de ceci. C'est là que les Hachamim, ils ont dit, la périphérie de la ville, tu n'as pas le droit de la faire. Mais des arbres, Hachamim, ils sont d'accord qu'on a le droit de planter des arbres autour de la ville. Et c'est à eux qu'on dit, très bien, même si tu as le droit de planter des arbres, tu dois quand même t'éloigner. Donc, 12 mètres 50 ou 25 mètres, comme la Mishnah, elle vient de le dire aujourd'hui. Alors la Gemara dit, la Gemara dit, où tu as vu qu'on fait une différence entre un champ de culture de blé ou d'orge ou de céréales ou autre et un champ ou bien un verger avec des arbres? Pourquoi tu dis que Hachamim, quand ta Torah dit tu n'as pas le droit de faire la périphérie de la ville autour de 500 mètres de la ville, tu n'as pas le droit de faire des champs, des terrains? Toi tu as dit oui, terrain, culture on n'a pas le droit, mais des arbres on a le droit. Pourquoi tu fais une différence entre les arbres et les zraïm et les cultures donc de graines? Alors il m'a dit, parce que justement, on a vu ailleurs qu'il y a une différence. Où ça? Détania. Il m'a dit, il y a une braïta qui dit, Karpef yoter mebet satayim shehokaf ledira. Alors,
faut savoir une chose. Hachamim disent comme ça. Quand un homme il a un enclos, un espace, un terrain, on va dire comme ça, qui fait comme dimension ceux du Mishkan. Le Mishkan, c'est Sataim, c'est-à-dire 100 amas sur 50 amas. 100 amas sur 50 amas, 50 mètres sur 25 mètres. C'était les dimensions du Mishkan de Moshe Rabbeinu. Et bien dans ces cas-là, si celui-là, il est donc clôturé, normal, on le considère comme Shut Yahid. C'est un domaine privé. Mais si maintenant les dimensions elles sont supérieures à cela, alors, si Hukaf les dira, si c'est un clos pour habitation, alors il est Shut Yahid. Mais si c'est par exemple un terrain cultivable, il n'est pas Shut Yahid. C'est-à-dire que tu as un terrain qui est, on va dire, superficie, elle est plus que 100 amas sur 50 amas. Il y a une clôture, mais il n'est pas habitable. Ça ne s'appelle pas Shut Yahid. Par contre, chez Hukaf les dira, si maintenant tu l'as fait pour habiter dedans, imagine tu as fait une maison dedans, tu as construit une maison, alors ça redevient un Shut Yahid. Mais, attention, il dit, il y a quand même une nuance. C'est-à-dire, imagine quelqu'un, il a un terrain qui fait 1000 mètres sur 1000 mètres, on va dire comme ça. Et dans ce terrain, il a fait une maison. D'accord? Il a fait une maison. Tu vas me dire, donc c'est sa maison, c'est le terrain, c'est le terrain. Il dit non. Ça dépend. Si dans la majorité du terrain, il a planté, par exemple, du blé. Il a pris, on va dire, 40% pour faire sa maison, et 60%, il a planté. Il a fait un champ de blé ou un champ d'autre. Alors, donc, m'a dit, dans ces cas-là, puisqu'il a planté la majorité du terrain avec des graines, il redevient le terrain comme un terrain cultivé, et c'est assourd de transporter comme un Shut Yahid. C'est pas un Shut Yahid. Par contre, s'il a planté des arbres, dans la majorité du terrain, il a planté des arbres, il conserve son statut de Shut Yahid. Il est clôturé. Non, clôturé. C'est pas... Ah non, j'ai expliqué au début. Quand on a un terrain, même s'il est clôturé, s'il n'est pas habitable, s'il fait comme dimension plus que la superficie du Mishkan, il n'est pas Shut Yahid. Alors là, toi, tu as construit une maison, donc tu l'as rendue en Shut Yahid. Maintenant, comme tu as planté à côté, et dans la majorité de la superficie, tu as fait un champ de blé, tu considères ton terrain comme un champ de blé plus qu'un Shut Yahid. Le Shut Yahid, il perd. Mais si c'est des arbres, alors ça marche. Donc tu vois bien que les Haramim, ils font bien une différence entre des arbres et un champ de blé. C'est comme l'habitation. Voilà. Voilà, c'est pour ça que donc, on voit ici qu'il y a une différence entre un champ de blé ou un verger où on plante des arbres. Après, on a dit dans la Mishnah, rappelez-vous, on a dit dans la Mishnah, si la ville elle a été construite avant que le monsieur plante des arbres, on l'oblige à couper son arbre et on ne l'indemnise pas. Si c'est le contraire, on l'indemnise. Alors, on m'a dit, Maïsena, la Gemara pose une question. Nous, dans notre Mishnah, rappelez-vous, on a dit, donc si la ville elle est avant, il coupe, on n'indemnise pas. Si l'arbre il était avant, il coupe, indemnise. Mais si un safek, la Mishnah a dit ici, safek zeradam vezeradam, kotzes venon otedamim. Il coupe, mais on ne paye pas, on n'indemnise pas. Donc, on m'a posé une question. Maïsena, pourquoi Gabé Bor, dans la Mishnah, on va enseigner, quand quelqu'un il a planté un arbre à côté d'un puits. On a dit la même chose. Là-bas, on a dit comme ça. Si le puits il était avant, l'autre il coupe et on n'indemnise pas. Si l'arbre il était avant, il coupe, il indemnise. Mais si on a un safek, là-bas on a dit il coupe et on indemnise. Pourquoi dans le puits, quand on a un safek, on oblige le monsieur à couper son arbre et on indemnise. Et ici, quand on a un safek entre la ville et l'arbre, on l'oblige à couper, on n'indemnise pas. Quelle différence? Dans les deux, c'est un safek. D'accord? Donc, pourquoi chez nous, on l'oblige à couper, on n'indemnise pas? Et dans le puits, on a un safek, la même chose ici, safek. Et dans le puits, on a dit, on l'oblige à couper, on n'indemnise pas. Pourquoi? On l'indemnise, pardon. Pourquoi? Mais qui en indemnise? Le monsieur qui va couper son arbre.
il va déraciner son arbre, il faut le dédommager. Quelle est la différence donc? Rav Kahana, Kedera de Beshotfe, la Hamima vela Kadera. Rav Kahana, il dit comme ça. Il dit, on a un principe, il dit comme ça, tout ce qui appartient à une société, à une communauté, l'anecdote, on dit comme ça, une casserole qui appartient à 2 ou plusieurs personnes, elle n'est jamais ni chaude ni froide. Parce que chacun, il compte sur l'autre. Alors, il dit la même chose ici. Rav Kahana, il dit, quand il s'agit d'une ville, qu'est-ce que tu vas lui dire? Si tu dis comme le puits, on le coupe et on le paye. Oui? Lui, le monsieur, devant une ville, il y a maintenant 1000 habitants, admettons. Alors on va lui dire, monsieur, tu coupes et on te paye. Il va couper. Après, il va dire, celui-là paye. Il dit, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est l'autre. Il va tourner en rond. Alors il ne va pas couper. C'est pour ça que dans la ville, on est obligé de couper, on n'indemnise pas. Compris? Alors que devant un puits, il y a un seul monsieur propriétaire. Tu veux que je coupe, tu me payes, je coupe, il n'y a pas de problème. Alors le m'a dit, mais déjà la question n'existe même pas. Pourquoi? Parce que toi tu demandes quelle est la différence entre le puits et la ville. Mais ça n'a rien à voir. Pourquoi? Il m'a dit, mais ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que là-bas, avec une ville, c'est tout un groupe de monsieur, il y a plusieurs personnes. Quand tu viens, il y a un arbre qui dérange 1000 personnes. C'est pas la même chose comme un arbre qui dérange une personne. C'est pour ça qu'en 1000 personnes, on ne te paye pas. Alors qu'une personne, tu provoques un dommage à un, tu es obligé de payer. Mais quand tu provoques un dommage à plusieurs, on ne te paye pas. Du coup, c'est un dommage privé où il sert... Non, il a planté un arbre alors qu'il ne fallait pas planter un arbre. Dans une proximité où c'était interdit. Il y a un doute, on a dit. Ah oui, ça fait. Enfin, un doute qui c'est qui a fait avant. Ouais, c'est pour ça qu'on dit. Mais c'est qu'on parle d'un puits privé ou d'un puits public? Non, le puits, c'est un privé toujours. Un puits, c'est quelqu'un qui l'a trouvé, qui l'a fait, c'est à lui. C'est pour ça que m'a dit, la réponse de Rav Kahana, elle est sur un autre sujet. Lequel? Itmad. C'est sur lequel? Elle s'est pas Itmad, sur la Sefa. Dans la Sefa, on a dit comme ça. On a dit, si le monsieur il avait planté son arbre d'abord, avant que la ville, elle se construise, alors Koses, il coupe, et Venoten Damim, et on indemnise le prix de son arbre, parce que lui, il a planté avant. Alors, il m'a dit, pourquoi le monsieur il peut leur dire, d'abord, vous me payez, après je coupe. Parce que nous, on a dit, d'abord, il coupe, après on le paye. Alors, il m'a dit, pourquoi? Il n'a qu'à leur demander d'abord, donnez-moi l'argent, et après je coupe. C'est là où Rav Kahana a dit, une casserole qui appartient à plusieurs personnes, elle n'est jamais ni chaude ni froide. Ça veut dire, ici, si tu vas demander à quelqu'un, paye-moi, après je coupe. Chacun te dit, c'est l'autre qui paye, c'est l'autre qui paye, c'est l'autre qui paye, personne ne va payer. Alors coupe d'abord, après tu vas au tribunal, et au tribunal, il est obligé de faire payer la ville. C'est comme ça. C'est ça, hein? S'il a l'aval du tribunal, là il coupe. Coupe d'abord. C'est pour ça qu'on dit. C'est ça. Après, on a dit dans la Mishnah, c'est le Bedin qui va prendre la décision s'il doit couper ou pas couper. C'est évident. Donc, le Bedin va couper. Tu es obligé de couper d'abord, après tu vas te rembourser. Alors, on a dit dans la vie, donc quand on a ça fait ici qui a fait avant, on l'oblige à couper, on ne rembourse pas, on n'indemnise pas. Alors, on m'a dit, il m'a dit quelle est la différence avec, dans le puits, on a dit, loyakos, on ne coupe pas. Dans quel cas? Dans le cas du puits. Ça fait zekadam. Pour le puits. Oui, dans le puits, dans la Mishnah, c'est marqué comme ça. À propos du puits, c'est marqué. Si quelqu'un est là, ça fait. Est-ce que c'est le puits qui était avant ou c'est l'arbre qui était avant? Loyakos, il ne coupe pas. Et sinon, ici, on dit, oui, il coupe. Pour le puits, on a dit. Pour le puits. Non, chez nous, dans la ville, on a dit... Tout à l'heure, on avait dit que dans le doute, avec le puits, on payait. Non, tout à l'heure, c'était pas le doute. Tout à l'heure, on a dit... Tout à l'heure, on a dit... Non, le cas de tout à l'heure, c'était lorsque... le premier cas, si le puits, il était avant. Tout à l'heure, c'était... Le puits, il était avant. On l'oblige à couper. Le puits, il était avant. On l'oblige à couper et on le paye. Alors que dans la ville était avant,
on l'oblige à couper et on ne paye pas. Tout à l'heure, c'était ça le cas. Ouais. Maintenant, on parle de Safek. Hein? On n'a pas fait le comparatif aussi dans le Safek dans les... Non, tout à l'heure, je me suis trompé, c'était pas Safek. Maintenant, le Safek. Dans le Safek, dans le puits, on a dit Safek, le puits avant ou l'arbre avant, il ne coupe pas. Alors qu'ici, dans la ville, on a dit Safek, la ville avant, Safek, l'arbre avant, on l'oblige à couper, on ne paye pas. Alors, on m'a dit, voilà. On m'a dit, pourquoi dans le puits, tu as dit, on ne coupe pas quand il y a un Safek? Donc tout à l'heure, ce n'était pas le cas de Safek. Tout à l'heure, c'était le puits avant. Comme ici chez nous, la ville avant, on coupe et on ne paye pas. Et là-bas, le puits avant, il coupe et il paye. Maintenant, on est dans le cas du Safek. D'accord? On a un Safek. Dans le puits, on a dit, on n'oblige pas à couper. Et dans la ville, on l'oblige à couper, on ne indemnise pas. Alors pourquoi là-bas, il ne coupe pas? On m'a dit, Hatam de Badaï, Lam ne Mekasra, Esfiqon Amila Amdanan Ekos. On m'a dit facile, on m'a dit réponse simple. Là-bas, dans le puits, quand c'est Vadaï, c'est-à-dire quand c'est sûr que le puits était avant, il ne coupe pas. C'est pour ça que quand ça fait non plus, il ne coupe pas. Mais dans la ville où, quand c'est Vadaï, il coupe, alors même dans le Safek aussi, on le dit coupe. C'est parallèle. Maintenant, on m'a dit, mais maintenant, comment tu vas l'indemniser? On dit, quand on a un Safek, d'abord la ville, elle oblige à couper. Après, on dit, monsieur, apporte une preuve que tu étais avant nous, et on te paye. Sinon, on ne paye pas. Maintenant, dit une nouvelle Mishnah. Alors, Goren, c'est une grange, et la Mishnah nous dit ici que quand quelqu'un il a une grange, il faut qu'il est loin de la ville 50 à 25 mètres. Pourquoi 25 mètres? Rachid explique parce que quand on fait... C'est quoi la grange? On dépose là-bas tout le blé. Tout le blé. Après, quand on va vanner le blé, on prend des gros plateaux, on fait comme ça, avec le vent, et ça va enlever toute la poussière, toute la saleté. Alors si on est proche de la ville, ça va enlever toute la poussière vers la ville. Alors c'est pour ça qu'il faut s'éloigner 25 mètres. D'accord? Ça c'est la Mishnah. Après la Mishnah dit la même chose la Mishnah dit, un homme n'a pas le droit de faire quand il est chez lui, il a une maison, il ne doit pas faire là-bas une grange, à moins d'avoir 25 mètres de distance par rapport aux maisons voisines, pour ne pas justement incommoder les autres avec les saletés qu'il envoie. La même chose, il doit s'éloigner des plantations du voisin, ou bien de son champ labouré, de son terrain labouré. Il doit s'éloigner au point de ne pas endommager le terrain voisin ou les plantations voisines. Avec la grange toujours? On parle de la grange toujours là? La grange, bien sûr, on parle de la grange. Donc au début, on te dit la grange de la ville, après la grange. Donc avant de faire une grange des maisons voisines, 25 mètres, et après on te dit des terrains voisins pour ne pas endommager. C'est là où on m'a posé une question. Pourquoi dans la Récha tu me dis il faut s'éloigner 25 mètres? Tu m'as donné une dimension, voilà. Et dans la Sefa, tu me dis de quoi ne pas endommager. C'est-à-dire, tu peux t'éloigner jusqu'à ce que ne pas provoquer de dommages. Pourquoi tu ne donnes pas donc la même chose que dans la Récha, 25 mètres? Alors, Abaye répond, il dit non, dans la Sefa on parle d'une grange qui n'est pas fixe. C'est-à-dire, c'est pas tout le temps qu'il fait ça là-bas. Alors que dans la Récha, on parle d'un endroit où c'est fixe là-bas, c'est la grange, tout le temps il fait ça, donc chaque année, chaque saison. Là-bas, on a donné une dimension 25 mètres. Mais dans la Sefa, c'est pas Kavoua. Alors le Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu appelles une grange qui n'est pas fixe? Il dit, Rabbi Yossi dit en fait, qu'est-ce qu'on appelle une grange qui n'est pas fixe? Ça veut dire c'est pas une grange qu'on fait vanner avec la grosse rahat, c'est la grosse pelle, le gros plateau. Donc il doit y avoir un système, comment on enlève, mais pas en faisant comme ça avec un gros plateau où ça fait plein de... Donc le vent il amène loin les saletés. C'est ça qu'on appelle que c'est pas kavoua. Il ne faut pas avec ce gros plateau-là. Ravashi dit non. C'est pas en fait, c'est pas une mahlok entre Récha et Sefa.
La Sefa, elle vient donner la raison à la Risha. C'est-à-dire, Rabbi dit comme ça, quelle est la raison? Quand on a Risha, on a dit, tu sais, il faut éloigner 25 mètres de la ville ou des plantations voisines, tu sais pourquoi? La raison pour ne pas endommager. Mais en fait, on parle dans les deux de la même chose. Alors, la Gemara objecte. Elle dit, mais TV, on objecte. Pourtant, c'est marqué, la Brette a dit comme ça. Donc, une grange fixe, on l'éloigne de la ville 50 amas, 25 mètres. Et on rajoute là-bas, de la même façon qu'on doit s'éloigner de la ville 25 mètres, car de la même façon, il faut s'éloigner des plantations des voisins, que ce soit des courges, des concombres ou d'autres plantations, ou même d'un terrain labouré, 50 amas, 25 mètres. Pourquoi? Pour ne pas endommager. Donc tu vois bien que, c'est Ravashi qui a dit que la raison c'est ça. Justement, on s'éloigne 25 mètres pour ne pas endommager. Ben, c'est ce qu'on dit ici. Et là, Abaye, mais Abaye il a dit, ça dépend kravoua ou pas kravoua. Pourtant ici on parle bien d'un kravoua. Et on a dit pour ne pas endommager. Toi tu m'as dit non, quand c'est kravoua c'est 25 mètres. Quand c'est pas kravoua c'est moins. Et la Breta ici elle fait pas de différence. Elle dit dans les deux cas c'est toujours 25 mètres. Question contre Abaye. Et là, répond effectivement, il y a une question contre Abaye. Parce qu'Abaye il a fait une différence entre kravoua et pas kravoua. Ici on voit que même kravoua aussi c'est pour ne pas endommager. Et c'est 25 mètres aussi. La Gemara pose une deuxième question. La Gemara dit, tu m'as dit qu'il faut s'éloigner donc des plantations de courges, de concombres. Et dit, moi je comprends. Pourquoi? Parce que comme on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de poussière et des feuilles comme ça, ils vont partir. Ils vont abîmer les plantations voisines. Mais, minéraux, amay. Tu as dit que même d'un terrain labouré, il n'y a pas encore de plantation. On n'a pas le droit de faire donc une grange parce que ça va abîmer le terrain labouré. On m'a dit, qu'est-ce que ça abîme un terrain labouré? Il n'y a que de la terre. Amar Rabbi Abba bar Zavda. Il vient répondre à Rabbi Abba bar Zavda Beitem à Rabbi Abba bar Zoutra. Il dit, mais pene, c'est auto galal. Il dit en fait, parce que quand tu jettes des feuilles et de la poussière sur un terrain qui est labouré, il dit ça va transformer le terrain en fumée carrément. Parce que c'est ça le fumée. Le fumée c'est quoi? C'est un mélange des feuilles, des saletés de choses avec. Alors quand tu vas transformer en fumée, eh bien tu vas quand on a planté les graines, ça ne va pas pousser, au contraire ça va le brûler, les rachis. Ça brûle les zraïm. Parce que le fumier c'est bon quand il est en petite quantité. En petite quantité. L'engrais, tu mets un petit peu d'engrais. Si tu remplis plein d'engrais, tu tues toute la récolte. Évidemment, ça brûle la récolte. C'est ce qu'il dit ici. C'est pour ça que même sur un terrain labouré où il n'y a aucune... il n'y a pas encore des plantes qui ont poussé, même ça, la grange, quand on fait vanner la récolte, ça abîme le terrain. Et donc c'est pour ça que c'est assourd aussi. Enfin, il faut s'éloigner.